On refait le Mac, le podcast chaque semaine. Vous retrouvez sur le site www.onrefaitlemacom. Le débat high-tech numéro 1 en France. Cette semaine, on va parler pubs, les meilleures pubs d'Apple, mais aussi les pires. Tous les détails, c'est dans le sommaire. Alors qu'Apple a été désignée la marque la plus puissante au monde selon le classement Interbrand, la fine équipe dont refait le Mac porte un regard cette semaine sur les publicités du constructeur. Que penser des dernières campagnes menées par la firme de Cupertino? Font-elles mouche et sont-elles au niveau des meilleurs spots de la marque? Débat en compagnie d'un publicitaire, Luc Weiss, le cofondateur de l'agence Hérésie. Sans oublier, on va se faire plaisir, retour et décryptage des pubs les plus mythiques d'Apple, mais aussi les pires. On refait le Mac, épisode 143. Apple, la saga des pubs. On refait le Mac. Et avec comme chroniqueur cette semaine en duplex de Tokyo, Fanny Bouton de fannysparty.com et du site melty.fr. Bonjour Fanny, comment ça va? Bonjour, écoute, ça va bien, konnichiwa, enfin konbawa comme dirait Cédric, parce qu'il fait tard chez nous. Alors qu'est-ce que tu fais de beau là-bas à Tokyo? Dis-nous tout. Écoute, j'ai passé une journée sur le CITEC pour voir un petit peu les nouveautés. J'ai essayé CITEC, plein de trucs c'est rigolos. le salon des nouvelles technologies au Japon, ça, en résumé. Ouais, c'est l'équivalent du CES, c'est toutes les nouveautés. Cédric peut t'expliquer ça beaucoup mieux que moi. Et puis sinon, moi, j'ai été faire pas mal de petits tours aussi dans les quartiers pour faire préparer mes petites émissions sur les jeux vidéo, donc Akihabara, etc., etc. Voilà. Alors Fanny, vous le savez, hein, c'est notre vigie des réseaux sociaux. C'est elle qui va collecter vos questions si vous nous suivez en direct sur YouTube et Dailymotion pour les coulisses de l'enregistrement. Donc n'hésitez pas à poser vos questions avec l'hashtag ORRLM. Tu parlais de Cédric. Il est là aussi, notre chroniqueur historique dont refait le Mac. Cédric Ingrand de la chaîne Info. Bonjour Cédric, konnichiwa. Bah oui, Konbawa, donc Konbawa c'est le soir, Konnichiwa c'est dans la journée. Nous c'est la journée. Je te fais bel article. Il a fallu que je retourne la table pour pas qu'on ait l'impression que je sois dans la même chambre que Fanny, parce que nous sommes à 10 étages d'écart dans le même hôtel. On va tuer dans l'œuf la rumeur, Cédric, c'est bien. Mais comme tu vois, la liaison est extraordinaire. Moi, rien que pour ça, le Japon est toujours une source d'émerveillement. En fait, il a fallu que je démonte le boîtier qui était sous la table pour regarder ce que c'était. Dans l'hôtel où on est, qui est un hôtel bien, hein, mais il y a une ligne VDSL par chambre. Ça fait rêver. Hein. Donc en gros, on a 100 mégabits chacun, quoi, ou 60 ou 100 mégabits. Et c'est pareil partout, et ça marche partout. Et j'ai un téléphone connecté en 4G, c'est le G. Enfin, voilà, donc ça fait un peu pleurer. Ouais. Et de fait, on est là pour CEATEC cette semaine, où il y a pas mal de choses à voir. Il n'y a pas de gros breaking news, mais par contre, il y a plein de trucs vraiment, vraiment rigolos. Ouais, des trucs du futur notamment, ça fait rêver. Cap à présent en Belgique, à Bruxelles, plus exactement, vous pouvez nous suivre désormais chaque semaine sur le site de Belgium.iPhone. Alexandre Coulot, qui est le rédacteur en chef de Belgium iPhone. Bonjour Alexandre. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Alors, je vois que la liaison avec Bruxelles est un peu moins bonne qu'avec Tokyo, comme quoi la distance et l'Internet, ça n'a rien à voir. Ça va bien Alexandre? Tu es prêt à partir, tu sais pourquoi hein? Oui, je sais pourquoi. Et très très bonne nouvelle en tout cas en ce qui me concerne. Je teste depuis hier l'iPhone 5S. J'ai enfin réussi à mettre la main dessus. Et voilà, donc je vais pouvoir enfin me faire une idée, même si on en a déjà parlé dans l'émission d'il y a 2 semaines. Oui, sachant qu'il n'arrive en Belgique qu'au mois de décembre. Tu es prêt à partir parce que félicitations, parce que sa chère étante attend un heureux événement. Donc n'hésite pas à partir en cours d'émission si voilà, donc il y a une urgence. Que je parte, effectivement. Voilà, et pour parler avec nous en direct ou en différé, si vous nous regardez en différé, ici dans ce magnifique studio de Tech TV, on a demandé à un professionnel, à un publicitaire de nous rejoindre. Luc Weiss de l'agence Hérésie, merci de te joindre à nous, Luc. Merci de m'avoir invité. Luc, on t'a invité parce que tu l'as dit, hein, on l'a déjà dit, un professionnel de la publicité. Hein, tu as cofondé l'agence Hérésie. Parmi ton tableau de chasse, dans ton actif, les campagnes primées pour Essilor, Samsung, Mythic, Volkswagen, ou encore 118-218. Merci pour l'air qui est toujours dans la tête. Oui. 118-218, il faut faire quelque chose pour ça. Donc, on t'a demandé d'être là avec nous pour vraiment porter un regard sur les différentes publicités qu'a pu produire ou commettre Apple. Il y en a eu beaucoup hein, qui ont fait l'aura d'Apple. L'aura d'Apple, c'était un peu le fait de la semaine. Hein. Vous avez vu, je ne sais pas si tu as vu Cédric, Apple est devenue la première marque au monde selon le classement Interbrand, devant Coca-Cola, devant Google. C'est certainement aussi une résultante de la publicité, Cédric, et de l'aura de cette marque aujourd'hui. C'est une bonne question parce que, tu vois, par exemple, si tu me demandes les pubs qui m'ont marqué sur les 2-3 dernières années, je sais pas, il doit y avoir un truc avec des iPhones qui tournent, quoi, mais il n'y a rien qui me, tu vois, c'est vrai que, mais par contre, quand tu vas chercher dans les archives, là, il y a des choses qui résonnent.
au-delà des trucs inratables, au-delà de 1984, au-delà de tout ça, il y a quand même des choses où je me dis, ah oui, celle-là, c'est vrai, je me souviens. Et même des pubs franco-françaises, dont je dois dire que j'avais oublié que c'était Apple, mais la pub m'avait marqué. Ouais, on va faire une sorte de best-of ensemble, si vous êtes d'accord aujourd'hui. Mais on va commencer par les dernières pubs, Luc, qui sont parues récemment à l'occasion de la sortie de l'iPhone 5S et l'iPhone 5C. Je ne sais pas si tu as vu ces publicités concernant donc l'iPhone 5C, plastique, c'est fantastique, où on voit effectivement ce mélange de couleurs, si on peut les avoir en régie, ce mélange de couleurs entre l'interface et les nouvelles coques des iPhones. C'est très joli, hein, c'est très coloré, mais ça reste quand même très conforme, il n'y a rien de très original. On est loin des pubs très avant-gardistes qu'on a pu connaître dans les années 80 ou 90, Luc. Oui, c'est vrai. En même temps, j'ai envie de dire que c'est aussi dans la cohérence de pubs qu'ils ont pu faire par le passé. La chorégraphie, les musiques, le design très épuré, très simple de la publicité qui reflète d'ailleurs le design très simple, épuré des produits. Ça a toujours fait partie des leviers et des techniques publicitaires d'Apple. J'ai l'impression qu'il y a toujours eu en fait trois grandes familles de pubs Apple. Il y a eu les grandes campagnes corporate dont on parlait tout à l'heure, les 1984, l'héritier. Il y a une deuxième série qui sont les pubs comparatives où on s'amuse en fonction des époques, de s'amuser du grand méchant qui peut être en fonction des époques, IBM ou Microsoft ou les PC en général, ou Samsung aujourd'hui. Et puis il y a une troisième famille de publicité depuis le début, hein, qui sont c'est finalement cette mise en scène des produits de manière très colorée, mais en même temps très épurée. Et donc, on peut se poser la question, effectivement, est-ce qu'ils se renouvellent suffisamment? Est-ce qu'ils interprètent suffisamment? Surtout qu'elle rappelle beaucoup une autre pub, hein, qui a été sur les ondes il y a quelques années, concernant l'iPod Nano, hein, qui a exactement le même angle graphique, avec ce mélange de couleurs. Voilà, on a le retour en régie, si tu veux les regarder. Donc on voit que c'est quand même très semblable. Il y a peut-être un effet de répétition, ça manque un petit peu d'originalité quand même. On sait que les couleurs, c'est propre à Apple, mais quand même, là, il y a... Oui, on reste quand même dans l'univers, encore une fois. C'est propre à Apple et en même temps, c'est pas si propre à Apple que ça, parce qu'il y a plusieurs marques sur les réseaux sociaux qui n'ont pas hésité récemment à rappeler que les couleurs, par exemple Nokia a posté pas mal de choses pour rappeler que les couleurs, c'était pas forcément Apple. Ouais. Je pense qu'en publicité, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que c'est difficile. On a envie d'être cohérent avec ce qu'on a fait par le passé pour pas perdre le consommateur. Donc là, on voit quand même qu'il y a une filiation avec ce qui a pu être fait par le passé. Et en même temps, les marques, c'est un peu comme les personnes, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit cohérent, sinon une personne est incohérente, c'est incompréhensible, et elle est chiante parce qu'on ne la comprend pas, on se perd en cours de route. Ouais. Et en même temps, si on est trop cohérent, on devient chiant. Ouais, c'est tout l'équilibre, c'est d'avoir à la fois une filiation, une cohérence, et en même temps surprendre les gens. Et c'est vrai que là, avec cette publicité-là, peut-être Apple ne fait pas le boulot de surprendre les gens. Ouais. Voilà, c'est une marque, c'est comme une personne, il faut une certaine fidélité au principe. Et en même temps, je ne veux pas dire Olivier, il est sympa parce qu'il est cohérent. Je veux dire, Olivier, il est sympa parce qu'il a de l'imagination, ou il m'amuse, ou il nous surprend de temps en temps. Donc peut-être Apple, à force de vouloir être très cohérent, a fini finalement par pas suffisamment renouveler ses recettes éprouvées. Vous en pensez quoi, messieurs, dames, des dernières campagnes d'Apple? On est loin, Alexandre, Cédric, Fanny, de l'explosion créative des années 80 ou 90, dont on va parler tout à l'heure, dont on va revenir en détail en présentant vos spots préférés. Oui, mais disons qu'on est face à une marque qui n'a plus besoin de se construire une personnalité. Là, ce sont des pubs qui sont de purs pubs produits. On n'a plus besoin qu'Apple nous explique sa philosophie. Il y a encore récemment une pure campagne d'image, tu vois, sur Apple, machin, Design in California. Ça sonne faux, quoi. Enfin, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin qu'on te dise des choses comme ça, qu'on te dise, voilà, c'est un peu comme EDF, pour toi, nous vous apportons plus que la lumière. Non, enfin voilà. Donc à la limite, quand on te fait ça, tu as envie de dire parle-nous des produits, mais c'est vrai que quand ils te sortent des pubs produits, bon, il y a plus besoin pour eux d'avoir dans la pub ce genre de supplément d'âme, à mon sens. De faire un coup, quoi, de faire parler, de surprendre en tout cas. Hein. Mais il faut dire qu'entre-temps, il s'est passé un phénomène, mesdames, messieurs, c'est qu'Apple était
je dirais, loin d'être un leader. Hein. Il était vraiment le petit poussé de la tech dans les années 80 et 90. Aujourd'hui, c'est l'un des leaders. Donc, est-ce qu'on peut déranger, bousculer l'ordre établi lorsqu'on est un leader? Au contraire, faire quelque chose d'assez uniforme, assez conforme. C'est aussi la question qu'on peut se poser, non, Fanny ou Alexandre? Je sais pas, moi ce que je trouve c'est que ça manque beaucoup d'humour par rapport à avant. C'est devenu des pubs très sérieuses, très réclames. On nous présente le produit, on nous dit qu'il est beau, etc. Mais il y a eu tout un tas de périodes où il y avait plein d'humour dans leur publicité. Et moi je trouve que ça manque. Justement en termes d'identité, ça faisait partie de l'identité d'Apple d'avoir de l'humour et il n'y en a plus. Et Luc, on pourrait même dire c'est beau. On se demande même s'ils n'ont pas les codes d'une marque de luxe aujourd'hui, plus qu'une marque high-tech. Oui, enfin ils ont les codes d'une marque de luxe dans la mesure où je pense que le produit est la star et finalement c'est le produit qui raconte l'histoire. En tout ça, je pense que c'est comme ça qu'ils s'imaginent les choses, que le produit suffit à lui-même. Moi, j'ai eu des clients dans le secteur du luxe et même dans le secteur high-tech qui étaient tellement fiers de leurs produits qui disaient voilà, qu'est-ce que j'ai besoin de rajouter? Tout est là. L'innovation est dans le produit, l'histoire est dans le produit, le design est dans le produit. On ne va pas ajouter des enjoliveurs publicitaires. Et je pense qu'Apple est dans cette logique-là. Le produit se suffit. En fait. Le produit suffit à lui-même. La star, c'est le produit. Pour la star, c'est le produit. C'est pas le créatif. Ce qui doit être un peu frustrant pour le créatif. Parce que le créatif, il est chez Apple. Ouais. Le créatif, il est chez Apple. C'est Jonathan Ive, le créatif. Oui, comme dans les marques de luxe, le créatif, c'est Marc Jacobs, mais c'est pas le publicitaire. Ouais. Brièvement, Alexandre, ton avis sur les dernières campagnes? Force est de constater qu'Apple a toujours un avis très tranché sur les couleurs de ses produits. Oui. Je pense que c'est le moins qu'on puisse dire. Comme le souligne Fanny, ce sont des pubs qui sont sans humour. Enfin, il y a un côté froid qui se dégage. Malgré la couleur. Voilà, Apple insiste sur la couleur et sans spécialement mettre en avant, en tout cas, sans mettre le focus sur les fonctionnalités de ses produits dans la plupart de ses vidéos, en tout cas. Il reste dans un univers cohérent, hein, tu le disais tout à l'heure, qu'il connaît bien et elle sait que ça fonctionne, donc elle investit encore cet univers. Cédric nous parlait d'une autre campagne qui a beaucoup marqué les esprits cet été, hein, c'est la campagne Design by Apple in California. Alors ça faisait très longtemps qu'Apple n'avait pas communiqué sur sa marque, très longtemps qu'Apple se contentait, entre guillemets, de communiquer sur ses produits, parce que c'était, tu le disais Luc, les produits La Star. Alors je propose de la regarder parce qu'elle a fait couler beaucoup d'encre, si on est prêt en régie. Quelle sera la sensation procurée? Est-ce que ça améliorera la vie? Cela mérite-t-il d'exister? Nous passons beaucoup de temps sur un petit nombre de grandes choses, jusqu'à ce que chaque idée que nous touchons amplifie chaque vie qu'elle touche. Vous y prêtez peut-être rarement attention, mais vous le sentirez toujours. C'est notre signature. Et ça veut tout dire. Donc, mesdames et messieurs, il faut sortir les mouchoirs. Alors, ça fait près de 15 ans qu'Apple n'avait pas communiqué sur sa marque depuis la fameuse campagne Think Different. On va en parler dans un instant. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, concrètement, de cette campagne, Luc? Alors, moi, quand je l'ai vu, j'ai voulu distinguer un peu le fond de la forme. C'est-à-dire que je pense que la forme, on va en parler après, mais sur le fond, on peut comprendre d'où elle vient, cette campagne, la jeunesse de cette campagne. On voit Apple qui est aujourd'hui challengé, voire dépassé en termes de leadership sur certains marchés. Donc, une volonté de sortir une grande campagne corporate pour réaffirmer qu'il est le pionnier de ces marchés. Redorer son blason. Redorer son blason. Et les anglo-saxons font la différence entre le thought leadership et le market leadership. Donc le market leadership, c'est je suis le plus gros, et le thought leadership, c'est je suis le pionnier qui fait avancer le marché. Et je pense que cette campagne avait pour objectif aussi de dire, voilà, nous sommes toujours les pionniers, nous sommes toujours ceux qui font avancer les choses. Et finalement, les autres, dont Samsung et puis les Chinois, ne sont que finalement des suiveurs. Et on reste ceux qui ont une longueur d'avance sur l'expérience client, sur l'expérience consommateur. Et c'est nous qui avançons. Ça c'est le fond. Donc une volonté de repositionner, de redorer le blason en disant, certes, on n'est plus leader en part de marché. C'est une réponse à Samsung et à Android en disant, voilà, on reste l'innovateur
est un petit peu la tête chercheuse du marché. On a révolutionné, on a changé le monde, hein, pour paraphraser Steve Jobs. Est-ce qu'il y a aussi une volonté peut-être de répondre à beaucoup de critiques, parce qu'Apple était pendant longtemps une marque iconique, une marque à la mode. Aujourd'hui, elle est très critiquée parce qu'elle a été leader et exposée dans pas mal d'affaires. Est-ce que cette campagne aussi a cette vertu-là peut-être également? Très clairement, on sent aussi que c'est une campagne défensive, avec effectivement les problèmes qu'a eu Apple sur les délocalisations, sur les défiscalisations, et on sent qu'ils ont envie de redorer leur blason, y compris au niveau in California. Bon, après, un public averti remarquera que c'est designed in California et non pas produced in California. Donc je pense qu'un public averti saura dans la chaîne de valeur ce qui reste en Californie et ce qui a été délocalisé. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de reportages ces dernières années sur les sweatshops en Chine, les sous-traitants. Et c'est sans doute c'est sans doute aussi une manière de répondre à ces critiques-là. Ouais. Ceci étant, c'est une tendance mondiale qu'on trouve partout. Hein. Le nombre d'annonceurs français, peut-être belges aussi d'ailleurs, qui disent made in Belgium ou Made in France, il y en a beaucoup. C'est aussi un grand thème du gouvernement actuellement en France. Donc, et c'est pas trop justement. Alors, on comprend bien que pour un public américain, ça puisse parler, mais tu ne crois pas que c'est un peu trop centré sur les États-Unis? On fait toujours ce reproche, en tout cas dans l'émission, qu'Apple est un peu trop américano-centré. Cette pub, elle parle surtout aux Américains, peut-être moins aux Européens. Je ne sais pas, parce qu'effectivement, on pourrait se dire, voilà, c'est les Américains qui y seront sensibles en premier. J'ai envie de dire que quand même, les consommateurs occidentaux sont quand même attachés à ce que les marques ne délocalisent pas, soient éthiques. Et finalement, je prends une marque comme American Apparel, qui depuis a eu des problèmes qu'on connaît, mais a eu un certain succès d'estime, en tout cas en France, parce qu'ils avaient aussi ce discours de localisation en Californie, etc. Donc je ne pense pas que ce soit ça le problème. Je dirais que c'est plutôt un problème de fond, que sans doute le fond est très américain. Enfin, pardon, excusez-moi. De forme plutôt. C'est surtout un problème de forme. La forme est extrêmement américaine, voire World Company, très générique. Je trouve que c'est une campagne qui manque de courage aussi. C'est un peu comme si on avait fait la campagne. Enfin, c'est une campagne qui... Manque de courage, pourquoi? Parce qu'on se souvient dans les campagnes précédentes d'Apple, comme Think Different notamment, on va en parler dans un instant, on ne voyait pas le produit. C'était l'imaginaire d'Apple à puissance 10, puisqu'il n'y avait que des personnes illustres de notre histoire et de notre culture. Là, dans chaque plan, quasiment, on voit le produit. C'est peut-être un peu choquant pour un créatif comme toi. Hein. Oui, parce qu'un publicitaire doit faire des choix. Normalement, c'est quand on fait des choix forts qu'on est efficace. Là, on sent qu'ils ont voulu faire une campagne corporate, mais ils ont eu peur de ne pas montrer les produits. Et effectivement, s'ils avaient fait Think Different avec Gandhi ou Einstein qui tenait un produit Apple dans la main, ça aurait été un peu trop. Ça aurait été un bide total. Ouais. Et là, on sent qu'ils essayent, qu'il y avait peut-être le département marque qui disait il faut parler de la marque, mais le département produit qui disait n'oubliez pas de mettre ce produit dans ce plan-là. Et effectivement, si on revoit les images, on voit que quasiment dans chaque plan, on voit un produit d'Apple, un casque, ou un iPhone, un iPad, un MacBook, etc. Donc ça va, on a compris que... Oui, c'est un catalogue. C'est un catalogue de produits. Et du coup, un discours qui voulait prendre de la hauteur, donc on perd de cette noblesse et de cette hauteur-là. Donc si je comprends bien, Luc, le fond est plutôt bon, l'idée est plutôt bonne, l'idée de recentrer sur les valeurs, sur les États-Unis. On l'a vu, hein, Cédric, en France, que ces valeurs ont aussi un écho. Hein. On l'a vu notamment, Cédric, avec Arnaud Montebourg, hein, qui a posé en marinière avec des produits français à la une du Parisien Magazine. Ça te parle, toi? C'est assez cohérent, cet univers. Avant de parler de la forme, parlons du fond. Ouais, alors sur le fond, moi je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. D'abord, ça arrive à un moment où Apple avait besoin de reprendre la parole, comme on dit en marketing. C'est-à-dire, on était à un moment où il y avait eu 200 jours sans nouveaux produits, il s'était passé un cauchemar, pas mal de choses. Ça arrive. Pas un cauchemar, mais voilà. L'hiver a été long. L'hiver a été long pour tout le monde et on disait, et tu vois, l'action plate, etc. Et les gens disaient oui, et alors la capacité d'Apple à innover, etc. Donc je pense qu'Apple a voulu rappeler ses fondamentaux. Maintenant, je suis d'accord sur la forme. La forme est extrêmement américaine. Moi, je connaissais la version anglaise de la pub, et là, en écoutant la française, c'est à peine de la traduction, quoi. C'est quand même de la traduction de petit nègre. Hein. Il y a des répétitions, des choses qu'on ferait pas en français.
ça gratte un peu l'oreille, comme quand tu lis dans les communiqués de presse d'Apple le mission statement, tu sais, qui est tout en bas du communiqué, Apple, machin, design en Californie. Apple a révolutionné l'informatique. Ouais. Voilà, avec machin, avec les magnifiques Mac, et Apple, a fait le sublime, etc. Et tu dis, toutes ces choses que tu ferais pas en français, tu mettrais un tout petit peu plus de nuances, c'est des trucs qui marchent en anglais, et dans le marketing à l'anglo-saxonne, et en français, ça crisse un peu dans l'oreille, quoi. Tu dis, vraiment, tu veux dire ça comme ça, et voilà. Et là, on nous sert vraiment la ressortie mot à mot du message, mais c'est Apple. Le message, il est ciselé en haut et après, tu n'as pas le droit d'adapter. Tu as à peine le droit de le traduire. Quoi. Oui, oui, Luc. Oui, non, mais c'est un vrai bon point. C'est que aussi, quand on va regarder l'historique des publicités tout à l'heure, on verrait qu'il y avait à la base une liberté de communication locale. Et le monde a changé, et Apple n'est pas le seul annonceur dans ce cas de figure-là, mais ce qui faisait aussi la force d'Apple, historiquement, c'est qu'il y avait des campagnes aussi locales, qui, en France ou en Angleterre, qui étaient formidables. Et donc, il y avait des campagnes pour les États-Unis, il y avait des campagnes pour la France, il y avait des campagnes pour le Royaume-Uni, pour l'Espagne, qui étaient différentes. Et aujourd'hui, c'est vrai que, comme beaucoup de grandes entreprises, c'est one size fits all, c'est la même publicité partout. C'est difficile de signes différentes aujourd'hui dans la pub. C'est plus difficile, et c'est pour ça qu'on se retrouve aussi avec des animations où il n'y a pas beaucoup de mots, où c'est juste des animations. Et juste le produit. Et juste le produit, parce que c'est universel. Et je pensais à ça, c'est toujours vrai qu'Apple a fait des démos produits extrêmement épurés, très graphiques, ça a toujours été le cas. Mais il y avait de la rédaction avant, il y avait des phrases malignes, il y avait des choses écrites. Il y avait des choses qui sortaient du lot, le one morphing notamment. Voilà. The real, je me souviens d'une ligne d'une des premières pubs Mac, c'était The real genius about the Macintosh is that you don't have to be a genius to use it. Oui, ça parle. Donc c'était la bonne rédaction. Aujourd'hui, c'est impossible parce qu'on fait finalement des messages, comme vous le disiez tous, qui finalement sont des messages universels, mais au mauvais sens du terme, qui n'ont plus aucune fibre rédactionnelle. Et je pense qu'ils pêchent en proximité à cause de ça aussi. Ouais. Un petit bond à Bruxelles jusqu'à Alexandre. Quelle a été la perception en Belgique de cette campagne institutionnelle qui a certainement été reprise du côté de votre plat? La perception en Belgique, j'ai un peu du mal à prendre l'avis de tous les gens, mais en tout cas, en ce qui me concerne, moi j'ai plutôt l'impression qu'Apple, par le biais d'une campagne publicitaire pareille, a envie de mettre en avant sa fierté d'avoir mis dans les mains des gens des objets qui sont devenus absolument nécessaires dans leur vie au quotidien. Oui, ce qu'on disait tout à l'heure, réaffirmer le fait qu'Apple, aujourd'hui, si notre vie est autour de ces produits numériques, on est des cybernetus, connectus, internetus, bref, on est toujours connecté, c'est un peu grâce à Apple, c'est ça un peu ton idée. Et que cette révolution, on le doit certainement à l'iPhone aujourd'hui, c'est ça? Effectivement, voilà, ce sont des produits qui n'existaient pas il y a quelques années. Apple les a domestiqués. On ne sait, voilà, exactement. Ouais. On ne sait plus s'en passer. Et j'ai l'impression que, de manière subliminale, Apple a envie de faire passer ce message. Oui. La question de savoir s'ils arrivent à faire passer le message. Du côté d'Internet et des internautes et des réseaux sociaux, Fanny, est-ce qu'on a des questions concernant ces publicités? Les gens on nous demande surtout, c'est quel est le prix de toutes ces publicités, combien ça coûte une publicité chez Apple? Est-ce que vous auriez la réponse? Luc? Alors, c'est difficile de savoir. Je sais qu'Apple est une société assez secrète, et même les sociétés un peu moins... Tim Cook est sur Twitter, si tu veux lui poser la question. Et même les sociétés en général ne communiquent pas. Après, ce qui est certain, c'est que les films qu'ils utilisent depuis plusieurs années sur leurs produits, qui sont des films animés, il n'y a pas de droit d'acteur. Ils sont adaptables très facilement dans le monde entier, donc il y a une économie d'échelle. Et c'est de l'animation qui aujourd'hui, avec les techniques modernes, ne coûte pas forcément très cher. Donc c'est vrai que c'est un retour sur investissement, ou en tout cas c'est un coût qui est relativement faible quand on fait une campagne animation. Parce que la même campagne passe dans le monde entier. Quand même, campagne passe dans le monde entier, il n'y a pas d'acteur, il n'y a pas de réalisateur, et donc on est sur une animation. Alors après, je ne sais pas exactement combien ça coûte, mais c'est sûr que ça coûte beaucoup moins cher que de refilmer 1984 ou Think Different, par exemple.
Tu me disais avant de préparer cette émission que tu avais été déçu donc, par la campagne Design by Apple in California, que le message était bon, on en a parlé avec Cédric, mais que la forme était un peu décevante. Tu me parlais d'une publicité en particulier, celle de Chrysler, qui elle par contre avait bien fonctionné. On va la regarder si on est prêt, en régie, et puis même je crois que tu peux commenter sur les images et nous dire ce que tu en penses. Qu'est-ce qu'elle a de particulier cette pub selon toi et pourquoi celle-là fonctionne par rapport à celle-là? Elle m'a interpellé parce que finalement la stratégie n'est pas si différente que celle d'Apple. C'est Chrysler qui affirme que leurs voitures sont produites et imported from Detroit. Et en revanche, dans la forme, il y a quelque chose de beaucoup plus fort, beaucoup plus, qui nous touche beaucoup plus dans le cœur. Si on peut revenir à la pub un petit peu, effectivement, et on ne voit pas forcément le produit tous les plans. On le voit, mais c'est plus discret. De toute façon, on parle d'une voiture. Hein. C'est beaucoup plus discret. Ils ont résisté à la tentation de mettre des plans produits à chaque plan. Et puis voilà, ça. La renaissance des États-Unis, on sait que Détroit est en faillite aujourd'hui aux États-Unis, la ville, et on essaie donc de faire renaître le rêve américain, l'American Dream, et notamment l'industrie américaine de l'automobile. C'est une publicité qui a marqué les esprits aux États-Unis parce qu'effectivement c'est un secteur qui est sinistré. Et puis la star de cette publicité, c'est Eminem. Et puis c'est surtout le moment clé de sa diffusion. C'est vraiment le Noël des publicitaires, c'est le Super Bowl aux États-Unis, c'est ça? Il est passé au Super Bowl, il a été énormément repris aussi sur les réseaux sociaux. Eminem, bien sûr, joue un rôle important, mais au-delà de ça, il y a une écriture qui est formidable. Alors, effectivement, les problèmes de Chrysler et de la ville de Détroit relativisent les problèmes d'Apple qui doivent un peu prendre la parole pour boucher 200 jours où il n'y a pas d'innovation lancée. Je pense que si l'industrie américaine avait ces problèmes-là, finalement, c'est des problèmes de riches. Mais là, on voit quand même qu'à partir d'un même socle stratégique, on arrive à faire une campagne qui est beaucoup plus impactante, beaucoup plus émotionnelle, voilà, qui a beaucoup plus d'envergure. Moi, ce qui m'a énormément déçu dans la campagne Design by Apple in California, c'est que c'est vrai que on comprend pourquoi ils l'ont faite, mais c'est une campagne qui est très générique. C'est-à-dire qu'on changerait le logo à la fin, et on mettrait Samsung ou Asus ou Toshiba. Franchement, ce serait à peu près pareil. Il n'y a pas la touche Apple, il n'y a pas la magie auquel ils nous ont habitués dans certaines de leurs publicités par le passé. Tu parlais d'une certaine conformité, d'un conformisme des pubs Apple. Ça a surtout été le cas avec les pubs de l'iPhone. Il y en a une en particulier qu'on va regarder si vous êtes d'accord. C'est la pub de l'iPhone et avec l'apparition de FaceTime, le système de visioconférence d'Apple, où on voit un grand-père qui appelle son enfant, on sort les mouchoirs, son fils ou sa fille, je ne sais plus, sa fille, et on sort les mouchoirs parce qu'il découvre magie, larmoyant à souhait le bébé. Alors ça, encore une fois, bon, c'est Apple, mais ça pourrait être une autre marque, ce que tu disais à l'instant, et c'est très conformiste, encore une fois. Oui, c'est encore un exemple où ils se disent que le produit suffit à lui-même. C'est une tendance aujourd'hui, tu me disais avant de préparer cette émission, c'est une tendance aujourd'hui que le produit devient un petit peu le centre de la publicité et beaucoup de marques, notamment dans la high-tech, s'en sont inspirées. Tout à fait. Ce qui est intéressant, c'est que je me souviens, il y a 15 ans, j'avais eu une discussion avec un directeur marketing qui travaillait dans l'univers high-tech et j'étais un jeune planeur stratégique à l'époque et j'avais osé parler d'Apple comme référent parce que je trouvais que c'est une belle marque. Et il m'avait tout de suite coupé la parole, sans doute parce que j'étais jeune aussi à l'époque, en me disant mais moi je m'en fous d'Apple, ils n'ont que 5% de part de marché. C'était un discours récurrent pendant longtemps. Maintenant, on tombe dans l'effet inverse. Donc à chaque fois qu'on voit un directeur marketing, ou souvent, c'est l'effet de mouton de panure, je veux faire du Apple, faites-moi du Apple. Apple c'est formidable. Aussi parce qu'effectivement, ils sont valorisés. Tu penses à une marque en particulier en France, par exemple? Non, mais après, j'entends beaucoup de directeurs marketing qui me le demandent. Et quand on regarde les publicités Free, par exemple, Free avait une vraie impertinence dans la communication. Les dernières publicités Free, on est quand même très proche des codes Apple. On va la regarder. Notre réalisateur François Martin nous a préparé une petite chose où il compare deux publicités, celle d'Apple et celle de la Freebox. C'est ce que nous croyons. La technologie seule ne suffit pas. Plus rapide, plus fin, plus léger. Tout ça est très bien. Mais quand la technologie s'efface, tout devient plus plaisant, voire magique. C'est là que le bond en avant se produit et que l'on obtient ceci. Alors Luc, c'est vraiment un copier-coller
plan par plan entre la pub pour la Freebox Revolution et l'iPad 2. Hein. Oui, bien sûr. Le minutage. Il y a la voix, dans la pub Apple, il n'y a pas de voix dans la pub de la Freebox, mais bon. Oui. Non, je pense que ce qu'il faut retenir comme leçon de la publicité d'Apple, mais au-delà de ça, de la marque, c'est Think Different. Et là, on est clairement dans un cas où on think the same. Alors, en général, Xavier Niel aussi, comme Steve Jobs, a la capacité de think different. Et quand il arrive sur les marchés, il bouscule les codes. Là, en termes de publicité, c'est peut-être ce qu'il fallait faire pour mettre en scène. On sent aussi qu'il est fier de son produit. C'est efficace, en tout cas. Oui, c'est efficace. Il a fait designer sa box par Philippe Stark. Là aussi, le côté, voilà, j'ai un beau produit, j'ai envie de le montrer. J'ai une cible, sans doute, qui se recoupe avec les technophiles. Mais on ne peut pas applaudir l'originalité de cette publicité. Elle fait peut-être son job, mais on n'est pas dans du think different. De la part de Free, qui a toujours Think Different aussi à sa manière, c'est un peu décevant. Ouais. Pour clôturer un petit peu l'ère moderne de la publicité chez Apple, et on va parler d'une pub qui a beaucoup fait parler d'elle. On ne l'a pas beaucoup vue parce qu'elle n'est pas restée sur les ondes très longtemps. Alexandre, je t'avais demandé de me donner une petite liste de publicités avant le début de cette émission. Elle fait partie de cette liste. Hein. C'est la pub Genius, où elle reprenait les salariés des Apple Store. Ouais, c'est trois spots publicitaires en fait qui n'ont jamais été diffusés. En France, qui n'ont jamais été diffusés en France, mais aux États-Unis, elle a été retraitée très rapidement. On va le regarder, un bref instant, on va la commenter ensemble. On voit effectivement que le héros, ce n'est pas le produit, cette fois-ci, c'est le responsable Genius d'un Apple Store. Très rapidement, elle a déchaîné les commentaires les plus acerbes sur Internet. Apple l'a retiré au bout de quelques semaines seulement. Et pour clôturer le cerise sur le gâteau, le Wall Street Journal a élu la pire publicité de l'année en 2012. On est loin de la success story d'Apple, là, Luc. On va essayer de voir dans un instant les images. I'm a genius. 3B forgot his anniversary. He wants to make his wife an iMovie, but we land in 27 minutes. Look at all this footage. It's gonna be okay. Move this here? Mm-hmm. So I just drag in our wedding song? Yeah, from iTunes. What if I wanted to add Please turn off all electronic devices. Oh, we're not gonna make it. We're gonna make it. Add the sepia effect. It's very romantic. Luc. Je ne vais pas tirer sur une ambulance parce que Wall Street Journal a déjà dit ce qu'il va dire. Non, mais peut-être, je ne sais pas, alors après, peut-être c'est une discussion à avoir, mais peut-être aussi qu'on voit que Apple, comme finalement, se cherche un peu, et comme il n'arrive plus ou moins à faire la différence sur le produit, c'est encore un grand classique du marketing, il essaye de le faire sur le service. Voilà, le service Genius en lui-même est un bon service. Et d'ailleurs, je trouve qu'en retail, c'est une initiative formidable. Après la traduction publicitaire, elle est assez banale. Tu mets Darty, c'est la même chose. Hein. C'est du Darty d'il y a 20 ans. Oui, tu mets la veste rouge à la place du t-shirt bleu, ça fonctionne aussi. On va se faire plaisir, hein, si vous êtes d'accord, messieurs, dames. On va essayer maintenant de revivre ensemble ces 30 dernières années d'Apple et en publicité, à l'instar de ce qu'a fait si bien fait pendant des années Christian Blachat, sa culture pub, hommage à lui. On va ensemble lister les pubs historiques d'Apple. Alors, Luc, toi personnellement, quelles sont les campagnes qui t'ont le plus marqué en tant qu'utilisateur et en tant que publicitaire d'Apple. D'Apple, historiquement. On a déjà évoqué quelques-uns d'entre eux. Je pense que 1984, c'est quand même un film de Ridley Scott qui est formidable, qui lui aussi passe au Super Bowl d'ailleurs, et qui vraiment lance le combat de la marque. On va la regarder si tu veux bien. Donc 1984, donc vraiment l'esprit de George Orwell, c'est Ridley Scott qui est aux commandes de cette publicité. On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984. Alors c'est vraiment une pub à inscrire au panthéon de la publicité, ça, aujourd'hui? Oui, très clairement. Je pense que ça fait partie des monuments de la publicité, pour plusieurs raisons. C'était l'agence historique d'Apple TBWA Child Day qu'il avait produit, avec effectivement Ridley Scott à la réalisation. C'était l'un de leurs premiers grands films de marque. Ceci étant, ce qui est intéressant, c'est qu'ils avaient un ennemi clairement désigné à l'époque qui était The Big Blue. C'est le bon temps. C'était le bon temps. Et c'est toujours plus facile quand on est challenger, parce que c'est facile, on a un ennemi facile contre lequel taper.
Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué pour Apple. Ils ont plusieurs ennemis, et puis ces ennemis... Tout le reste du monde. Ils ont tout le reste du monde, donc c'est peut-être aussi plus facile stratégiquement de savoir contre qui taper. L'autre chose, c'est qu'au-delà de la valeur spectacle du film, et bien sûr le timing parfait, c'est comme l'humour, c'est une question de timing. Why 1984 won't be like 1984, c'est vraiment aussi le timing. Moi, ce qui me frappe aussi, c'est que à la même époque, ils faisaient beaucoup de campagnes produits. C'est-à-dire qu'ils ont toujours eu plusieurs pieds. Il y avait le corporate, le grand film institutionnel qui est passé au Super Bowl, et en même temps, ils avaient des films produits que je pense qu'on va voir tout à l'heure, qui étaient quand même sur le même message. On exprimait différemment, mais ils disaient, voilà, nous on est plus simple, on est plus proche des gens, on combat la complexité informatique, on combat l'aliénation informatique. L'uniformité. L'uniformité, exactement. Ça exprimait déjà un petit peu ce qu'a exprimé plus tard à son retour, mais en n'allons pas trop vite, la campagne Film Différente. Oui. Brièvement, parce qu'on est déjà en retard, messieurs, dames, vous en pensez quoi? Qu'est-ce que ça évoque pour vous? D'abord, Cédric, 84, qu'est-ce que ça représentait en son temps? Toi, qui étais déjà sur PC à l'époque, traître. Non. D'abord, j'étais pas. Non. C'est quoi, sur Atari, j'étais sur TRS-80 modèle 3. Et non, ce qui est intéressant, c'est que ça signe une constante chez Apple qui a été évoquée là, c'est que Apple a besoin de s'inscrire en contre. Apple a toujours eu besoin d'ennemis. Apple sans ennemis a moins de messages. Et donc, on l'a vu, c'est un message extrêmement valide quand tu es challenger. C'est-à-dire que voilà, tu vas aller japper aux chevilles du leader. Et quand tu es leader, tout à coup, ça brouille le message. Parce que pourquoi est-ce qu'un leader se mettra à s'attaquer aux autres? Ben non, ça ne marche pas. Donc voilà, évidemment, Apple était sur un territoire de communication qui ne pouvait pas être celui ni d'IBM ni de Microsoft plus tard. Mais ça signait un truc, c'est-à-dire que de toute façon, acheter cette machine ou même s'intéresser à ce qui allait se passer, parce qu'on ne savait pas encore ce qu'était Macintosh, ce serait de toute façon ce serait presque un geste de rébellion. Fanny, 84, ça a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux ou pas? C'est quelque chose qui est remonté très vite? À part son prix, toujours, à savoir combien ça a coûté de faire cette publicité à l'époque, c'est pas trop remonté. Moi, à l'époque, j'avais que 12 ans, donc je m'en souvenais pas. Elle est toute jeunette, Fanny. Alexandre. Je faisais que du basique. Ouais, sur MO5. Ça doit se trouver pour le coup. Oui, on doit pas se trouver. Ouais. Alexandre, pour toi, 84, ça évoque quoi? C'est vraiment l'identité d'Apple? Moi, personnellement, j'avais 4 ans à l'époque, donc malheureusement... Allez vous faire voir avec vos âges. Et vous n'aviez pas la télé américaine non plus. Quand même, vous avez eu le temps de l'assimiler depuis quand même. De mes parents. Oui. Mais voilà, oui, effectivement, c'est une pub qu'on a quand même vue et revue par la suite. Voilà, elle évoque, comme le soulignait tout à l'heure Cédric, le fait que Apple souhaite marquer les esprits, souhaite amener une espèce de révolution auprès de l'usage de l'informatique. Et c'est principalement ça le message, en tout cas, que moi je ressens en tout cas en la regardant. Autre campagne qui t'a marqué, Luc, à cette époque, toujours dans le début des années 80? Alors, dans un registre aussi un peu corporate institutionnel, on parlait de films français. C'est une époque où on pouvait aussi faire des publicités au niveau local. C'est le film de L'Héritier, qui est un film qui explicite aussi cette philosophie, cette façon de faire, cette façon d'être, façon de travailler différente qu'on a vécu ensemble. C'est un spot qu'on a vu qu'en France, c'était assez compliqué à le retrouver. On l'a retrouvé dans un recoin de Dailymotion, on regarde ensemble. Un jour, tout sera à toi. Les usines, les machines, les hommes, tous ces gens qui travailleront pour toi sont là pour exécuter, pas pour bosser. N'oublie jamais qu'ils te doivent tout. Il y a différentes façons de diriger une entreprise. En voici une. Heureusement, il y en a d'autres. Malheureusement, donc la régionalisation de la publicité, c'est plus une constance aujourd'hui sur le marché publicitaire, justement. Non, parce que le monde s'est mondialisé et la publicité s'est mondialisée aussi. Bon, après c'est pas forcément une mauvaise ou une bonne chose, c'est juste un état de fait. Oui. L'Inspiration, c'est un film, un long métrage de Philippe Labro, qui était sorti quelques années auparavant avec Jean-Paul Belmondo tout à fait. dans le rôle. Mais c'est un très beau film et c'est quelque part c'est un film manifeste pour une nouvelle économie.
Et encore une fois, je rejoins ce qui a été dit, c'est plus facile quand on est le challenger, quand on est le nouveau, the new kid on the block, quand on est celui qui bouleverse l'hierarchie, on a envie d'aimer ces gens-là. Quand on devient celui qui je me souviens même à Apple, à l'époque, il faisait des procès à Microsoft en disant, voilà, c'est pas possible qu'on puisse pas acheter, qu'on soit obligé d'acheter tous les produits Microsoft avec l'ordinateur. Et maintenant, Apple fait la même chose. Apple fait la même chose avec leurs systèmes qui sont extrêmement fermés. Et donc, c'est plus difficile pour eux de tenir ce discours de rebelle, ce discours de nouvelle génération, d'alternative. Et je pense que l'aspérité publicitaire en souffre aussi. Et le summum pour toi de la publicité d'Apple aujourd'hui, c'est la période du retour de Steve Jobs en 96-97 et la campagne Think Different peut-être? Oui, parce que c'est le courage, presque la mégalomanie de Steve Jobs de comparer son entreprise qui n'était pas non plus au point où il en est aujourd'hui. Sa valorisation boursière et la valorisation de la marque n'était pas du tout ce qu'elle est aujourd'hui. Et ce culot finalement de se comparer au plus grand génie de l'histoire de l'humanité, je crois même qu'il voulait faire la voix off lui-même. Il l'a faite, finalement elle n'a pas été diffusée. Il y avait 15 millions de raisons de ne pas faire cette publicité-là. On est fous, on va mettre les gens contre nous, on est arrogants. Ils l'ont fait quand même. Beaucoup de responsables auraient fui, auraient dit c'est trop dangereux pour l'image. Oui, trop dangereux pour l'image. Trop mégalo, trop loin du produit, trop générique. Luc, ce que je te propose, c'est qu'on va le regarder, on va se faire plaisir. La version anglaise de Think Different, ça va vous évoquer des souvenirs pour les plus anciens. Here's to the crazy ones, the misfits, the rebels, the troublemakers, the round pegs in the square holes, the ones who see things differently. They're not fond of rules, and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. About the only thing you can't do is ignore them. Because they change things. They push the human race forward. And while some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. C'est amusant parce qu'on peut presque établir un parallèle avec la pub Design in California by Apple. Oui, ça arrivait à un moment où Jobs revenait, où il fallait arriver à de fait reprendre la parole et où ça ne pouvait pas encore se faire à coup de produit et exactement, où il fallait réinsuffler de la personnalité à la marque. Donc c'est amusant parce que c'est des pubs qui arrivent à des moments clés. Alors on ne peut pas comparer les deux parce que Design in California by Apple n'arrive pas à un tel moment charnière de Apple était au bord de la faillite, un moment de Think Different, il faut s'en souvenir. Il fallait attendre, et les produits n'étaient pas prêts, les nouveaux produits. Exactement. Qui ont apporté il n'y avait pas encore de produits à proposer pour arriver à faire la marque à coup de produit. Du coup, évidemment, on a beau dire que ce qu'on entendait là, mais vous vous rendez compte le risque qu'il y a à faire une pub, allez, un peu mégalo, un peu tout ça. C'était un moment où Apple n'avait rien à perdre. Donc c'était gonflé et ça a marché et ça a marqué. Et voilà, et c'est un des éléments fondateurs de la personnalité de la marque. C'est-à-dire qu'il y a des marques qui sont très fortes en produits, mais qui n'ont pas de supplément d'âme, en tout cas de personnalité. On n'arrive pas à l'exprimer dans des mots. Là, voilà, ça c'est un truc qui restera pour les gens qui l'ont vu à l'époque et puis pour les gens qui l'ont vu un jour sur Internet ou dans Refait le Mac. Voilà. Pour vous donner une idée de à quoi ressemblaient les produits avant le retour de Steve Jobs, on a retrouvé une vieille pub française pour la fameuse gamme Performa des Macintosh, la gamme grand public. Les Macintosh low cost, comme quoi Apple ne doit pas faire du low cost, sinon ça donne ça. Regardez, c'est terrible. Je vous présente ma famille. Ma mère, mon père, ma petite sœur. Là, c'est ma chambre. Là, c'est notre Macintosh. Là-dessus, il y a mon encyclopédie et avec ça, j'apprends plein de choses. Performa, le Macintosh de la maison. Renseignements au 69 29 3 fois. Et j'ai même un avion privé.
Comment dire, lui qui avait vraiment besoin de dépoussiérer avec Finn Different à l'époque. Oui, là, je pense que je ne veux même pas commenter. Je pense qu'il faut voilà, c'est évident que bon, voilà, ils étaient un peu perdus là. Si l'on croit la légende et si on en croit Ken Segall, qui est l'auteur de l'ouvrage Inside Apple, Steve Jobs aurait accepté la campagne Think Different sans le moindre test. Tu y crois qu'on fasse pas voilà, lancer une campagne mondiale comme celle-là sans tester ça auprès du public? Ça peut exister aujourd'hui dans un monde. Je pense que c'est justement ce qui fait la force de cette campagne-là, parce que c'était un immense coup de bluff. S'il l'avait testé, il y aurait eu 25 millions de raisons de ne pas le faire. C'était certes un peu machiste comme formule, mais Jacques Séguéla avait dit célèbrement, avant de parler de Rolex et de choses un peu plus futiles, à une époque, il avait une formule qui était moins de tests et plus de testicules. Et sur ce coup-là, le management d'Apple a eu quand même voilà, des couilles, pour dire ce qui est. Alors, une campagne qui a beaucoup fait marquer, qui avait qui a beaucoup de testicules, mais c'est Fanny qui l'a choisi. J'ai demandé à Fanny de nous trouver sa campagne préférée. Tu peux nous en parler de cette campagne, Fanny? Oui, alors moi, cette campagne, en fait, c'est pas moi qui m'en souvenais. Quand tu m'as demandé une campagne de pub, j'ai réfléchi, puis j'ai dit Apple, et je me suis dit que finalement, je n'avais pas été marquée par beaucoup de pubs. Comparé à d'autres, dans d'autres marques. Non, si, parce qu'en plus, je suis une grande fan de publicité et justement de culture pub, etc. Et j'ai été voir mes potes geeks et je leur ai demandé, et finalement, ils sont tous revenus en me disant ah, mais attends, c'est Get a Mac. Et là, j'ai dit bah ouais. Alors, c'est pas une campagne qui a été passée en France, mais c'était une campagne sur fond blanc avec 2 acteurs. Il y en avait un, c'était Justin Long qui jouait le Mac, façon hyper sexuelle, très le mec bien habillé, jeune, branché, face à un petit gars qui faisait le PC. Si tant que c'est pas moi le PC, ça me va. Le PC avec une cravate et une veste. Cédric, tu peux pas mettre une cravate juste pour voir qu'on parle? Non, voilà, donc en gros, il y avait ce gars je me venge pour tout à l'heure. Et qui disait un petit peu quels étaient. On va regarder, Fanny. On va regarder. Et puis il y avait l'autre. On va regarder. On a fait une petite sélection pour toi spécialement. Get a Mac. C'est jamais passé en France, mais c'est délicieux à regarder. Hello, I'm a Mac. And I'm a PC. You know, I've actually just finished a home movie. That's so funny. I just finished my own home movie. I did it on iMovie. It was really easy. Well, I doubt it's as excellent as mine, but I'd be happy to take a look. Yeah, that would be great. Roll it. Hi, I'm a Mac home movie. It looks really professional, right? Well, great. Bye. Wait. What about yours? Can we see yours? Please. Well, okay, sure. What's up? PC home movie. Work in progress? Oui, ma pub préférée, moi, en ce qui me concerne, c'est pas une pub Get a Mac qui est passée à la télé, c'est une pub qui était en ouverture d'une keynote de Steve Jobs à WWDC en 2007 de mémoire. Regardez, et là aussi, c'est à mourir de rire. Hello, everyone. I'm Steve Jobs. Yes, that's right, it's me, Chief Executive of Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, California, 95014. I know the address. That's how you know it's me, Steve Jobs. Well, I've got some big news this year, and I want the whole world to hear it. I quit. Yes, that's right, I'm resigning, effective immediately, and what's more, I'm shutting down all of Apple. Oui, alors il a fallu en choisir et le cahier des charges c'était compliqué parce qu'on te dit tu vas choisir des pubs. Ah non, ça peut pas être 1984. Ah bon, alors ça pourrait être... Non, ça peut pas être ça. Ah, très bien. Ah ouais. Et c'est amusant, il y en a une qui m'est revenue qui date de 2002. Ouais. C'était la campagne Switch. Qui n'est jamais arrivée en France non plus. Ouais. Non, jamais arrivée en France et certaines ont été très éphémères même aux États-Unis. C'est cette campagne où Apple prenait des vrais gens qui expliquait pourquoi ils étaient passés d'un PC à un Mac. Et il y en a une qui a fait énormément de bruit, qui a fait beaucoup réagir, c'est celle qu'on va regarder là, regarde. And I was like, It devoured my paper. It was really good paper. And then I had to write it again and I had to do it fast, so it wasn't as good. It's kind of a bummer. Elle a marqué son temps aux États-Unis, celle-là. C'est devenu une vraie star à l'époque, hein, cette étudiante d'Apple. Oui, un peu à son corps défendant, parce qu'en fait, il y a toute une histoire derrière ça. En fait,
c'est la copine de la fille du réalisateur qui était venue pour voir le tournage et à qui on a dit, tu veux faire un essai? Elle a fait un essai. Le problème, c'est lié probablement à sa personnalité face à la caméra, mais on a quand même l'impression qu'elle a fumé un énorme pétard. Alors, tu vois, genre, that was a real good paper. Et du coup, les gens ont réagi en disant, mais qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, c'est pas très sérieux parce que tout le reste de la série Switch, c'était, tu vois, ouais, moi je suis architecte, j'ai fait ça, etc. Et là, elle en a fait une deuxième, je crois, mais je crois qu'elles ont été coupées ou assez peu diffusées. Moi, je l'aimais bien parce qu'en plus, j'avais un petit crush sur la Helen Foyce en question. Je la trouvais vraiment très mignonne, quoi. Mais je te reconnais bien. Je trouvais surtout que forcément, on était face à une sorte de ton extrêmement détendu, quoi. C'était avant les pubs MacPC qui ont de fait plus de côté succès. irlandais qui te plaît chez la jeune fille. Hein. On le refait pas, Cédric. Oui. Voilà. On va peut-être pas passer toutes les pubs parce qu'on est en retard. Cédric, mais encore une si tu as sous la main. Non, l'une de celles qui m'a marqué, c'est le pitch parce qu'on est là à un autre point d'inflexion, à la veille ou en tout cas à la réalisation d'une autre révolution qui, elle, a vraiment marqué l'histoire du Mac. Regardez. And we agree that on the basis of the work, it's easily the best presentation we've seen. We'd like to award you the account, but frankly, there's a problem. What's that? You agreed to keep this assignment confidential. I don't understand. Obviously, you brought in freelance artists, typesetters. You might as well hold a press conference. Hold on. All the work we've shown you was done by the people in this room, on a computer. C'est vrai que la PAO, ça a été le fonds de commerce d'Apple pendant des années. C'était le début d'une belle ère à l'époque, Cédric. Bah ouais, c'est magnifique parce que voilà, c'est cet instant de sidération que tu vois devant le produit d'une technologie dont tu ignorais l'existence, et ce type qui dit, parce qu'il faut résumer pour les gens qui ne sont pas parfaitement bilingues, qui dit voilà, la campagne de pub, on voulait vous la confier, mais tout ça était confidentiel, évidemment, vous avez appelé des graphistes, des machins pour faire ça, voilà. Et le type dit mais non, la dame dit mais non, on a fait ça entre nous sur un ordinateur. Il dit mais non, mais quel ordinateur peut sortir un truc pareil? Et ça, c'était la révolution de la PAO, et puis c'était Apple qui jouait sur l'un de ses vrais points forts. Il y avait l'imprimante laser, il y avait tout ça, et c'était des choses que là le PC savait pas faire. Enfin, c'était impensable. Dans toutes les réactions que je connaissais à l'époque, tu avais un Mac ou tu n'avais rien, parce que bon, après voilà, ça c'était, on va dire que c'était avant InDesign, quoi, tu vois. Mais donc voilà, c'est une chouette pub parce et en plus ils font un truc qui est rarissime en pub. Ils n'hésitent pas devant les silences. Et c'est rare en pub, hein. Tu laisses pas du silence en pub, ça marche pas bien. Ouais. Dernier pub, Cédric? C'est plus un teaser qu'une pub, et puis c'est un teaser qui dure un peu, hein. C'est le teaser du nouveau Mac Pro, du futur Mac Pro qui n'a pas d'existence aujourd'hui, enfin si, qui a comme existence ce teaser. Alors forcément, c'est magnifique, c'est une pure pub produit, il n'y a pas d'autre message que le produit. Et alors là, j'allais me l'arroger, c'est de fait de toute beauté, on attend juste d'en connaître le prix. Regardez. J'espère qu'on aura une réponse très vite quant au prix, hein, très prochainement. On sait qu'il c'est amusant parce que c'est une pub d'informatique, mais qui va pêcher directement les codes du luxe, de la bagnole, du cosmétique un peu. Enfin, c'est magnifique. Et voilà, t'es juste censé faire waouh, j'en veux un. Avant, évidemment, bien avant, 6 mois avant, pour très belle le prix. Attends d'avoir le prix d'abord, Cédric. Alexandre, de ton côté, je crois que c'est du côté de l'iPhone 4 et de Martin Scorsese qui t'a marqué récemment du côté d'Apple. Oui, c'était pour l'introduction de la fonctionnalité série avec l'iPhone 4 en 2010 donc. Siri, what's my day look like? Another busy day today. Are you serious? Yes, I'm not allowed to be frivolous. Oh, okay. Move my 4 o'clock today to tomorrow. Change my 11 a.m. to 2. Okay, Marty. I scheduled it for today. Is that Rick? Elle est très drôle, hein, ça fait plaisir au sein d'Apple. Elle est très sympa, donc il faut savoir qu'il y a... Mais elle est juste un peu mensongère quand même, il faut le dire. Voilà, ça marche pas aussi bien, Siri, malheureusement. Avec John Malkovich. Ouais. Et personnellement, enfin, je trouve ça excellent de pouvoir insérer comme ça des personnalités prestigieuses du cinéma dans une publicité Apple. Enfin, voilà, ça change un petit peu.
on découvre la fonctionnalité dans le quotidien d'une personne et c'est plutôt cool. Ouais, maintenant il faut que ça marche. On compte sur vous, monsieur d'Apple, il y a encore du travail. À mon tour de me faire un petit peu plaisir, si vous êtes d'accord avec mes pubs qui ont marqué ma jeunesse, dirons-nous, hein, de vieux geeks du Mac. On va faire un retour en arrière, les belles années d'Apple, le retour de Steve Jobs en 98-99. Une pub pour l'iMac, elle est, je la trouve très mignonne, je l'adore, regardez, ça s'appelle Sage. It's not easy being green, having to spend each day the color of the leaves. When I think it could be nicer being red or yellow or gold or something much more colorful like that. Alors, c'est mignon, Luc. Oui, bah oui, c'est la voix de Kermit la Grenouille. Kermit la Grenouille, ouais. Qui dit c'est pas facile d'être vert. Ah, oui. Et en fait, cet iMac-là, il n'était pas vert, il était couleur sauge. Ouais, ce qui n'a évidemment rien à voir. J'adorais cette pub, je ne sais pas pourquoi elle m'a marqué. Une autre un peu plus péchue peut-être, qui a aussi marqué son temps dans les mêmes années, c'est la pub pour une souris. Regardez, c'était en 98-99. Et oui, voilà, on revient. L'autre publicité, moi, qui m'a marqué également, qui était une pub à l'époque pour le Mac, c'est surtout le Mac, moi, qui m'a marqué, vous le savez, hein, on ne se refait pas. C'est la pub pour le PowerMac G4. Petit retour en arrière, le PowerMac G4 était interdit de vente dans certains pays parce qu'il était trop dangereux. On pouvait simuler, par exemple, une explosion atomique dessus. Ça donnait ça comme idée aux créatifs de la pub TWA. Voilà ce que ça a donné. Regardez en image. For the first time in history, a personal computer has been classified as a weapon by the U.S. government. With the power to perform over 1 billion calculations per second, the Pentagon wants to ensure that the new Power Macintosh G4 does not fall into the wrong hands. Il faut faire des pubs comme ça. Je sais pas, Luc, je sais pas, envoie un CV, dis-leur de se remettre à faire des pubs marrantes comme ça, c'est un moyen de rire. Un autre ovni de la publicité chez Apple, un ovni, c'est qu'à le dire, regardez. Et pour finir, l'une certainement des plus drôles des pubs qui est commis Apple, c'était en 2003 de mémoire. Apple présentait le premier PowerBook 17 pouces. Ça a donné ça, regardez, c'est à mourir de rire. Presenting the new 12-inch PowerBook, the world's most compact, full-featured notebook computer. And the new 17-inch PowerBook, the world's first and only 17-inch notebook computer. Alors Luc, est-ce qu'il serait encore possible de faire une pub comme ça aujourd'hui, presque 10 ans après? Mais bien sûr, bien sûr. Ce que moi je constate, c'est que ce soit la pub Sage, que ce soit la pub pour les Optical Mouse, c'est que finalement, on peut avoir un fond blanc, pas beaucoup de moyens, mais tant qu'il y a une idée, une histoire, oui. Une idée. Une émotion. Une émotion, ça procure une émotion auprès des gens et on n'a pas besoin de faire non plus des grands films pour toucher les gens. Ça manque un peu d'émotion aujourd'hui en tout cas. Ça manque un peu d'humour, ouais. Ça manque un peu d'émotion. Ouais. Pour finir, on ne pouvait pas parler de publicité sans parler peut-être l'une des campagnes qui a le plus marqué graphiquement, je dirais, Apple, et les rues, nos rues, parce que les publicités étaient partout, peut-être plus dans les rues qu'à la télévision. C'est les campagnes pour l'iPod, la fameuse silhouette qui envahit nos rues, en même temps que les casques blancs qui envahissent nos oreilles. Là, vraiment, ça a été une vraie rupture graphique chez Apple. Tu l'as là. Qu'est-ce que t'évoques cette publicité, Luc? C'était une publicité formidable parce que finalement, on vendait le design du produit et avec une forme qui... On ne le voit pas le produit d'ailleurs, on ne le montre pas. Hein. On voit le casque, mais on voit le casque qui est quand même emblématique du produit. Mais on est loin du produit en gros plan, voire en macro comme on le voit aujourd'hui pour l'iPhone 5C. Là, on le voit, on le devine presque. Oui. La signature, c'est le blanc. Hein. Ouais, et puis ils ont été en avance sur leur temps aussi. Quand on voit aujourd'hui que les casques audio sont devenus des vrais accessoires de mode, c'est aussi grâce à cette campagne-là. Après, peut-être, en regardant, on se dit que cette campagne leur a joué des tours aussi, parce que c'est une campagne très graphique, qui était formidable, qui était très intelligente,
Et depuis, ils font beaucoup de films graphiques qui sont beaucoup moins intelligentes et beaucoup moins impactantes, et que l'original, finalement, beaucoup plus forte que certaines des copies qu'on a pu voir aujourd'hui. Mais c'est cette valorisation de ce sigle d'appartenance qui est le casque blanc, qui fait l'intérêt qui aura marqué une époque véritablement en termes de design graphique, d'inspiration, que ce soit dans la publicité, dans la mode et dans la high-tech a fortiori. Aujourd'hui, un casque ne peut pas être autrement que blanc, quasiment. Oui, ou en tout cas, le casque a retrouvé de la valeur. Avant, quand Sony vendait des Walkman, ils parlaient du Walkman, ils ne parlaient pas des casques. Aujourd'hui, on regarde toutes les marques de casques qui se relancent. Je pense que cette publicité n'est pas pour rien non plus. Je pense que ça revalorisait le casque et pas que la source finalement de musique. Merci Luc d'être venu jusqu'à ce magnifique studio de Tech TV pour nous apporter ta science, nous raconter tes histoires, ton histoire, nous apporter un petit peu ton éclairage sur les pubs d'Apple. On est très en retard, donc on va vite passer au coup de cœur. Les coups de cœur très vite, on commence par Fanny. Alors mon coup de cœur, écoute, c'est là sur le CITEC à Tokyo. J'ai essayé le Winglet de chez Toyota. C'est une espèce de petit cigouet allégé. Il y a deux modèles. Il y en a un où tu peux utiliser tes mains. Et puis il y en a un autre où carrément c'est au niveau des genoux que ça s'arrête. Et donc tu grimpes dessus et tu avances juste avec, ça fonctionne avec un gyroscope. Tu pilotes avec tes genoux comme si tu skiais. Tu roules un peu partout. Donc je me suis bien amusée. Et j'attends ça avec impatience en France. Ça va vraiment être commercialisé, Fanny? Pour l'instant, ils annoncent rien, non, hélas. Ils font que montrer, ça fait 2 ans que je le vois et c'est la première fois que j'arrivais à l'essayer. Bon, on a envie d'essayer nous aussi. Merci Fanny. Cédric, quels sont tes coups de cœur? Quel est ton coup de cœur? C'est génial. Quel est? Tu n'en veux qu'un? Oui. Eh bien, je n'en ferai qu'un. Moi, il y a un truc qui me manque depuis longtemps sur MacBook Air, en tout cas. Une caméra de qualité. Alors, une caméra de qualité, je t'en parle même pas. C'est presque honteux. Mais en même temps, j'ai pas la last gen. Il y a une caméra HD sur les derniers MacBook Air. 2 générations. Ouais. Il va falloir investir. Voilà. Moi, je l'ai acheté il y a 2 ans. Et puis voilà. Non, il y a un truc qui manque, c'est certains Mac ont une connectivité HDMI. Corrigez-moi si je me trompe. Le problème, c'est que ce n'est qu'une sortie. Alors c'est bien pour mettre ton film sur une grande télé, etc. Le problème, c'est qu'il y a plein de fois où tu aimerais bien, par exemple, je sais pas, pouvoir brancher ton caméscope sur ton Mac et puis faire l'acquisition des images qui en sortent. Alors c'est vrai que bon, maintenant, tu es en mode fichier, donc tu sors ta carte SD, tu copies, tu as quand même des solutions. Mais il y a plein de fois où tu aimerais bien pouvoir capturer ce qui sort d'une prise HDMI. Jusque-là, il y avait des solutions professionnelles qui coûtaient, on va dire, assez cher quand même, c'était aux alentours de 500 € et ailleurs, de manière convaincante. Et ben, il y a maintenant une solution professionnelle, monsieur, parce que ça vient de chez Blackmagic Design, vraiment les magiciens de la connectique vidéo professionnelle, qui a fait ce petit truc qui s'appelle l'Ultra Studio Mini Recorder. D'un côté, tu as une prise Thunderbolt, donc super débit de la mort qui tue. Et de l'autre côté, tu as 2 prises, une HDMI et une SDI. Alors SDI, c'est vraiment du standard professionnel de la mort qui tue. Tout ça est auto-alimenté parce que c'est alimenté par le Thunderbolt, il n'y avait pas besoin de transfo. Moi, je me le suis fait livrer ici à Tokyo, ça m'a coûté sensiblement le même prix parce qu'en plus, ça coûte 150 $ aux États-Unis. En France, ça coûte 115 € sur le site même de Blackmagic. Et regardez, une marque américaine qui vous fait 150 $ aux États-Unis, 115 € en France. C'est possible. Mais vous le répétez, 150 € aux États-Unis, Merci, 115 € en France. Voilà. Alexandre, dis-moi quel est ton coup de cœur ce soir? Eh bien, mon dernier coup de cœur, je l'ai justement découvert hier. C'est une application iPhone, en fait. C'est une application iPhone qui s'appelle Bipark. Et en fait, Bipark, qu'est-ce que c'est? Au départ, donc, c'est une start-up bruxelloise, donc, qui a mis au point une solution pour permettre aux citoyens, donc aux personnes, aux automobilistes, de pouvoir se garer dans des parkings en fait, d'entreprises. Donc concrètement, en fait, une entreprise peut mettre à disposition donc, son parking à Bipark et au moyen d'une application iPhone, un automobiliste peut vérifier à partir du moment où elle rentre dans une ville s'il y a un parking qui est compatible avec ce service. Et alors peut payer son emplacement de parking donc, directement à travers l'application. Donc, grâce à ce service, en fait, il y a des nouveaux parkings qui sont en train de s'installer dans les grandes villes. Donc, c'est un service qui est accessible en Belgique, mais aussi à Paris. À Paris, pour l'instant, je pense qu'il y a, en France en tout cas, il y a 14 grands parkings qui participent à cette initiative.
Et je trouve ça tout simplement excellent. Oui, en espérant que ça arrive peut-être un jour en France. C'est une belle idée en tout cas mais ça arrive en France. Hein, de partager ces parkings quand on a des places disponibles plutôt que les laisser à l'abandon ou les réserver à ses seuls salariés. Et regarde Cédric, Edouard Marquis m'a confié ça, on l'a reçu aussi à Tech TV, hein, le petit boîtier Ultra Studio de chez Blackmagic, effectivement. Alors il n'y a pas le prix derrière, mais j'espère qu'il a payé le même prix que tu as annoncé. Moi, Luc, de ton côté, quel est ton coup de cœur ou ton coup de gueule ce soir? Dis-nous. Je passais pour un coup de cœur quand même. Donc, quand je suis publicitaire, ce sera un coup de cœur plutôt publicitaire. Cédric parlait tout à l'heure de l'utilisation du silence dans la publicité. C'est vrai que la publicité, c'est souvent du brouhaha. Donc, mon coup de cœur, c'est un film qu'on retrouve d'ailleurs sur le web qui utilise le silence. Et puis, c'est un petit clin d'œil, un petit hommage aussi à Bernard Pivot. Qui là aujourd'hui, je suis dans une studio 2.0 où il y a une certaine liberté. Je pense que Bernard Pivot aussi a apporté une certaine liberté de ton à la télévision française et puis continue même aujourd'hui à être un geek puisque c'est quelqu'un qui tweet énormément, qui a énormément de followers. Tweet. Donc c'est un petit hommage à Bernard Pivot et son aide pour cette noble cause que vous découvrirez dans la publicité. Bien Luc, je te propose qu'on la regarde tout de suite. Des souvenirs, je peux vous en raconter. Le premier livre que j'ai lu, mon premier match de football, mes premières vendanges dans le Beaujolais, ma première émission qui s'appelait Ouvrez les guillemets, et puis les 724 émissions d'apostrophes, et puis Double Jeu, et puis Bouillon de culture, et puis les écrivains que j'ai rencontrés, Duras et Yourcenar, Nabokov et Solzhenitsyn, Lévi-Strauss et Le Clésio. Voilà, je peux vous raconter tout ça, ou pas. Mon coup de cœur de mon côté, donc, ça va faire plaisir à Cédric, ça peut peut-être même le surprendre, c'est Steve Ballmer. Mais oui, le PDG de Microsoft a annoncé un peu à son manière, a célébré un peu à son manière son départ. Regardez ces images, sans jeu de mots, c'est un joli coup de pub. And I wanted to pick a song that was exactly perfect. A song that let me say thank you. A song that looked back retrospectively. And a song that celebrated the future. It's from one of my favorite movies. It's one of my favorite songs. You've made this the time of my life. Every time of my life. I feel like this before. Yes, I swear it's so true. And I hold your hand. Every time of my life, that I love you. Cédric, t'en as pensé quoi de cet adieu de Steve Ballmer? C'était incroyable. Mais c'est dans la personnalité du gars, quoi. C'est-à-dire que ça fait combien de temps? Ça fait 30 ans qu'il est chez Microsoft, ou je sais pas. Enfin, je veux dire, il respire la compagnie, quoi. Au début, je disais, mais qu'est-ce qui lui a pris de mettre un polo jaune? C'est pas possible. Et après, j'ai compris. Corporate jusqu'au bout. Non, mais bon. La couleur du nouveau Lumia qui sortait cette semaine-là. Donc, si tu veux, il n'y a aucun hasard. Non, alors, on ne voit pas. La vidéo est sur le web de ce qu'il a dit avant. Ce qu'il a dit avant est assez beau et émouvant. Et tu regardes ça et tu te dis, on ne saurait pas faire ça chez nous. Tu ne peux pas imaginer un patron du CAC 40, même s'il va quitter son poste, qui est en larmes devant. Ils sont 13 000. Hein. En fait, c'est un company meeting. Hein. La vidéo n'aurait même pas dû sortir. Je pense que c'est Microsoft qui a accepté d'en lâcher un petit bout. J'ai pas donné la source. Mais... Oui, absolument. Il y a que la fin du speech, parce que là, c'est en multicam. Hein. C'est pas une vidéo faite avec un téléphone. Mais Dirty Dancing, quand même, c'est hallucinant. Ah ouais, non, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'on peut pas, comment dire, on peut reprocher des erreurs de goût à Steve Ballmer. Je pense
il y a peu de choses qu'on puisse lui reprocher, parce que les gens disent ouais, il a planté Microsoft. Ouais, chérie, il a pris Microsoft en 2000 quand il était roi du monde et il a multiplié le chiffre d'affaires par 3,5 et il a créé combien? Une douzaine d'activités à plus d'1 milliard de dollars. Dans l'ensemble, il y a des trucs qui sont moins bien passés que d'autres, etc. Et je pense qu'il y a des choses à peut-être toucher, réorganiser chez Microsoft. Je suis pas consultant management, hein, mais bon, il y a peut-être des choses à changer. Mais bon, lui c'est la fin d'une époque, c'est un peu dur. Ouais, c'est ça. Et on se dit, on va perdre quelque chose quand même, parce que je sais pas qui va prendre sa place, mais ça va être dur d'en trouver un qui mette au moins autant ses couilles sur la table. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais parce qu'il y a beaucoup d'imagination pour révéler ça. Il faut demander aux troupes de Microsoft comment ils le vivent, et ils avaient au moins un patron qui avait une sorte de relation physique avec son entreprise. C'était peut-être l'un des rares points communs qu'il avait avec Steve Jobs. Oui, d'accord. Ah mais bien sûr, mais de ce côté-là, Steve Ballmer 1, Tim Cook 0, quoi. Ouais, c'est clair. Et puis un vrai coup de cœur, mais c'est celui-ci, regardez, c'est la Flower Power. C'est un objet connecté qui vous permet de suivre la santé de vos plantes. C'est le français Parrot qui a inventé ça. Ils sont très créatifs, très originaux. Vous le plantez dans la terre et vous savez si votre plante manque d'eau, si elle a besoin de soleil. Ta plante est un Tamagotchi. Voilà, ta plante est un Tamagotchi. Ça vient d'arriver, on va tester ça très vite à la rédaction d'Acriette. Ça va coûter autour des 50 €, sera disponible d'ici une quinzaine de jours. Donc voilà, on s'est innové en France, la preuve, ça fait plaisir à Montebourg. Et c'est Made in France en plus, voilà, c'est formidable. Voilà, merci messieurs, dames d'avoir participé à ce 143e épisode d'On refait le Mac. Vous retrouvez Fanny chaque semaine dans On refait le Mac et très prochainement dans une Fanny's Party. Fanny, c'est quand la prochaine? Mois de novembre, c'est ça? Oui, 26 novembre, c'est la spéciale Noël et la 50e. Vous retrouvez Cédric dès dimanche, 13h10 sur LCI au menu. On va parler du Seatec. Évidemment, le premier épisode de Plein Écran dédié à Seatec, je ne sais pas encore dans quel ordre on va mettre toutes les choses qu'on va tourner, mais il y aura probablement la voiture sans conducteur de Nissan. C'était assez chouette à essayer. Merci Cédric et Alexandre Collot de Belgium.iPhone que vous retrouvez tous les jours, bien sûr, pour ses articles sur l'actualité d'Apple et qui diffuse maintenant, merci à lui, chaque semaine on refait le Mac. Alexandre, prêt pour retourner à la maternité? Prêt, tout à fait dispo. Voilà, c'est imminent, effectivement. Prêt ou pas prêt, quand il faut y aller. On se concentre. On est tous avec toi et puis félicitations. Et merci à Luc Wise d'être venu avec nous dans ce studio de TechTV. J'espère que tu as pris autant de plaisir que nous de revoir et de revivre les années de pub d'Apple, la saga de pub. Tu reviens quand tu veux. Avec grand plaisir. Et quant à nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine.